Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin dans cette atmosphère un petit peu vivifiante. Le foyer est un peu frais ce matin. C'est dû à une panne de chaudière très prosaïque. Et donc, merci d'autant plus d'être parmi nous. Nous appellerons notre nouvelle maison le foyer de l'âme. Ce sera dire à chacun, qui que tu sois, frère et passant, paix sur toi. Entre ici. Tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille militante et blessée, battue mais invincible. Tu seras l'hôte de Dieu et ton âme sera chez elle. Et le pasteur Wegner, qui a écrit ces mots d'introduction quand il a créé cette maison il y a un peu plus d'un siècle, aurait sans doute pu rajouter la grande famille des exilés, puisque c'est une bonne manière d'introduire notre nouveau cycle de culte-conférences sur ce beau thème, exil, arrachement et renouveau. Aujourd'hui, c'est Catherine Vitol de Winden qui nous fait le plaisir et l'honneur d'ouvrir ce cycle qui se poursuivra les 3 prochains dimanches. Et puis c'est comme cela aussi que nous voulons vous accueillir, vous, qui que vous soyez, chacune, chacun, quelle que soit votre appartenance, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre recherche, vos questionnements, quels que soient les chemins qui vous ont conduit ce matin au foyer de l'âme, vous êtes ici, chez vous. Vous êtes même un peu chez vous si vous nous rejoignez en visio, car je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et à nous tous, qui que nous soyons, la grâce et la paix sont données par Dieu le Père qui nous aime. Alors pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers de la liturgie du foyer de l'âme, pendant le culte de cycle de culte-conférence, nous avons un petit livret blanc dans lequel vous trouvez une liturgie un petit peu simplifiée pour laisser le temps à notre conférencière de bien développer le thème qu'elle voudra partager avec nous. Et puis dans ce petit livret, dans ce petit feuillet, vous trouverez des chants qui sont commandés et qui se trouvent, eux, dans le livre marron. Alors j'espère que vous l'avez pris. Si jamais il en manque, vous pourrez suivre avec votre voisin. Et je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur avec le psaume 98. Chantez à l'Éternel un chant nouveau, car il fait des merveilles. L'Éternel révèle sa justice aux nations. Il sait rappeler sa fidélité, son amour en faveur de ses enfants. Acclamez l'Éternel, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie à la face de l'Éternel. Et nous prenons donc le psaume 42. Comme un cerf altéré brame, les strophes 1, 2 et 8.
Et nous écoutons dans le Deutéronome la volonté de Dieu. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Et voici comment Jésus a résumé toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Et nous prions, en nous inspirant d'une prière de Charles Wagner. Père, je remets toutes choses en tes mains. Fortifie les miennes pour l'œuvre qu'elles ont à accomplir et remplis mon cœur de ta paix, ma volonté de ton pouvoir. Je veux te promettre, en ces changeantes vallées où toi seul, compagnon fidèle, ne change pas, de m'en tenir à toi sans jamais douter de ta présence. Si les jours apportent du réconfort, fais que je t'en sois reconnaissant et y fasse participer les autres. Si les jours apportent de la peine, aide-moi à la porter. Si les heures amènent de l'angoisse, donne-moi la main afin que je me sente rassuré. Tu seras mon bonheur le plus grand ou le plus petit. Tu seras ma lumière si le soleil fuit mes sentiers. Tout est incertain. Ton amour et ta grâce seuls sont certains. Amen. Je vous invite à vous lever. Et nous écoutons l'annonce du pardon dans le psaume 116. J'aime l'Éternel. Il entend le cri de ma prière. Il incline son oreille vers moi. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, je t'en prie, délivre-moi. L'Éternel est plein d'une juste compassion. Notre Dieu est plein de tendresse. L'Éternel défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car l'Éternel te fait du bien. Désormais, je marche en présence de l'Éternel sur la terre des vivants. Et c'est le moment de prendre le 303. J'ai soif de ta présence, les 3 strophes.
Alors c'est le moment d'accueillir notre conférencière de ce matin, Catherine Witold Winden. Alors nous avons beaucoup de chance puisque nous démarrons ce cycle par un panorama de l'histoire des exils et nous accueillons la grande spécialiste du sujet, je crois qu'on peut vous le dire. Elle est directrice de recherche au CNRS, prof à Sciences Po, et elle a publié un nombre incalculable de recherches, de travaux, de livres sur le sujet des migrations. Vous en trouvez plusieurs à la librairie qui nous fait le plaisir de nous accompagner pendant ce cycle, et donc vous pourrez retrouver les livres à la fin de ce culte conférence. J'en cite trois qui sont là. Les nouvelles migrations, figure de l'autre, la question migratoire au XXIe siècle. Il y a une chose que je voudrais dire pour terminer cette présentation et vous laisser la parole, mais j'espère ne pas vous gêner, mais la République française, qui est assez loin d'être exemplaire en matière de migration, a quand même su reconnaître vos mérites à plusieurs reprises, et nous sommes ravis de profiter de votre science sur le sujet qui nous occupe pendant le mois qui vient. Merci beaucoup et c'est à vous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous rencontrer et de retrouver certains dans une période qui est particulièrement riche d'événements sur les questions migratoires, puisqu'on a eu le vote de la loi immigration et asile à la fin du mois de décembre, qui va d'ailleurs donner lieu, notamment dans les mouvements associatifs, à une manifestation cet après-midi qui part de la République, je crois, et une autre la semaine prochaine, le 21, donc on est en pleine actualité pour notre sujet. Et puis, à l'échelon européen, il y a eu également, à la fin du mois de décembre, le vote, après de nombreuses tractations, du pacte européen sur l'immigration et l'asile, qui vient clôturer toute une série de négociations sur la politique migratoire. Donc on ne peut pas être plus d'actualité avec le choix que vous avez fait de ces conférences. Alors je vais un peu retourner vers le passé puisque vous m'avez demandé de parler des exils et je voudrais rappeler que le terme d'exil, qui fait partie de beaucoup de textes des différentes religions du livre, est un terme qui n'est pas utilisé du point de vue scientifique et qui suggère plutôt une migration forcée. On a tendance à distinguer, quand on travaille sur ce sujet, les migrations forcées, qui sont celles des réfugiés, des migrations volontaires, même si aujourd'hui la distinction est de plus en plus floue, je vous expliquerai pourquoi, mais la migration forcée, c'est l'idée que les personnes n'ont pas choisi de s'expatrier, mais plutôt elles ont été forcées par un contexte qui peut être bien sûr politique, mais aussi parfois environnemental, j'en dirai un mot, et par toute une série de situations, de relations entre les minorités, les majorités. Donc le terme d'exil n'est pas un terme qu'on comptabilise, si j'ose dire. C'est pour ça que je vous dis que ce terme est à la fois très beau, mais en même temps il est pas toujours très clair dans la façon de mesurer les migrations. Alors, vous êtes particulièrement familier, si j'ose dire, des exils de l'Ancien Testament, mais aussi de toute une série de périodes plus récentes que je vais essayer de vous rappeler, qui concernent ces différents exils, mais je dirais aussi que certains exils aujourd'hui font partie des migrations pas seulement forcées, mais des migrations à la fois volontaires et forcées qui caractérisent aujourd'hui notre paysage migratoire. Je rappelle que la migration fait partie de l'histoire du monde,
que la région méditerranéenne a été largement construite autour des migrations. Il y a un atlas qui est sorti par l'université d'Aix-Marseille en 2021 qui s'appelle Atlas des migrations en Méditerranée de l'Antiquité à nos jours. Donc on ne revient pas dans les écritures des différentes religions du livre, mais on parle vraiment de l'Antiquité classique et on s'aperçoit que des quantités d'échanges ont eu lieu grâce à ces migrations, des échanges matériels, commerciaux, mais aussi des échanges culturels, et une région, la Méditerranée, a été particulièrement marquée par ces migrations qui ont jalonné la Méditerranée, mais aussi, si on va par exemple en Amérique latine, l'histoire de la découverte des Amériques a d'ailleurs décentré, ce que dit Fernand Braudel, le monde qui était centré sur la Méditerranée vers d'autres destinations beaucoup plus mondialisées. Et l'histoire des Amériques est largement construite autour de ces migrations, avec cette différence que ces pays de migration volontaire de la part de ceux qui sont venus chez eux, si j'ose dire, chez les Indiens d'Amérique, ont posé des problèmes de conscience. Il ne faut pas oublier que l'école des juristes de Valladolid, par exemple, se posait la question de savoir de quel droit les Espagnols venaient s'installer dans les Amériques et surtout au sud pour essayer de conquérir les personnes, parfois de faire disparaître leur civilisation. Donc ça a été une question éthique très très importante qui s'est déjà posée à partir de 1519, de l'arrivée de Hernán Cortés au Mexique par exemple. Et puis on a beaucoup d'autres histoires qui ont jalonné ces exils, mais la grande période historique du début de ce qu'on pourrait parler les migrations, mais aussi les exils, c'est la première mondialisation, c'est le 19e siècle. Avant, on a eu les exils des protestants, que vous connaissez bien, ça fait partie de votre histoire pour une partie d'entre vous, mais les exils véritablement de masse, c'est le 19e siècle. Pourquoi ? Parce qu'on est entré dans une période de plus grands échanges qui étaient liés à l'évolution de l'économie, mais aussi à l'évolution des techniques. Le passage du bateau à voile au bateau à vapeur, ce qui peut paraître une anecdote, a eu un impact considérable sur la décision des personnes de partir et de partir fuyant les pogroms de la Russie, par exemple, mais aussi de toute une série de régions où les minorités se trouvaient particulièrement en situation, disons, de malaise, et on a eu donc un système qui s'est construit qui est l'inverse de celui dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était relativement difficile pour une partie des personnes de quitter leur territoire, parce que souvent ils venaient de grands empires qui rendaient difficile, sauf pour les personnes dont on voulait se débarrasser, quelques minorités, le départ. Donc le départ était souvent difficile parce que les pays de départ étaient des pays souvent, pas toujours, mais puissants. Alors que les pays d'accueil à l'époque étaient des pays faibles, qui acceptaient de se peupler avec tout ce que le monde leur envoyait. Ça a été le cas de l'histoire de la migration vers les États-Unis, vers le Canada, vers les pays d'Amérique latine, par exemple, ou vers l'Australie encore plus, puisque personne ne voulait aller en Australie. Les Anglais ont dû ouvrir les prisons pour peupler cet immense pays. Et donc, on était dans un contexte où la migration, le droit de sortie était souvent difficile pour le plus grand nombre, mais le droit d'entrée était très facile. Et ça, c'est la période du 19e siècle jusqu'aux années au milieu du 20e siècle, si j'ose dire, alors qu'aujourd'hui, on est dans un contexte inverse. On peut être dans ce qu'on appelle la deuxième mondialisation, dans laquelle on est entré depuis les années 90, l'ouverture de l'Union soviétique, des démocraties populaires, de toute une série de régions du monde où il était souvent très difficile d'avoir un passeport, donc difficile de sortir de chez soi. Et aujourd'hui, on est dans un contexte un peu paradoxal, qui est la généralisation du droit d'émigrer, de partir en exil, quelles que soient les raisons de cet exil, mais en même temps la très grande difficulté d'entrer quelque part. Et c'est là le cœur du sujet, parce que le monde s'est doté de systèmes de visas
qui est hiérarchisé, pas tellement selon vos capacités personnelles, mais selon le risque migratoire que représentent aux yeux des pays d'accueil les pays dont viennent les personnes. Donc on a une très grande hiérarchie qui évolue assez peu d'année en année, mais que je suis bien sûr, avec les pays où il est le plus facile de circuler à travers le monde, de migrer, par exemple le Japon, la Corée du Sud, le passeport européen, américain, etc. Puis des pays où on a, quelle que soit la destination que l'on se propose, on a très peu de possibilités de circuler sans visa. Donc ça devient très compliqué et souvent on n'a pas le droit du tout de partir. Et donc au dernier rang, si j'ose dire, on a les Afghans, les Érythréens et une série de personnes qui, dans un monde où on invoque la mobilité comme forme de modernité humaine, eh bien les gens ne peuvent aller quasiment nulle part. Et c'est ça le vrai sujet aujourd'hui dans lequel on est entré. Alors, si on parle un peu surtout du 19e siècle, le début de cette grande migration de masse, si j'ose dire, il faut d'abord avoir à l'idée que ça a été le début d'un grand exil des Européens vers les nouveaux mondes, c'est-à-dire États-Unis, Canada, Amérique du Sud, Australie, et puis aussi, bien sûr, de façon moindre, mais avec la colonisation, selon les États, on a eu, bien sûr, des mobilités qui se sont construites. Donc cette période, c'est une période relativement favorable pour le droit d'émigrer. Je rappelle que dès le XVIIIe siècle, Kant, des philosophes, dont Kant disait que la Terre était de toute façon un globe et qu'on n'avait pas d'autre possibilité d'y circuler, et que ce droit à la mobilité, ce droit de circulation était universel. Il distinguait le droit de circuler dans le monde, de visiter le monde, et puis le droit de s'y installer, qui bien sûr dépendait de la réponse des États souverains pour pouvoir s'installer ici ou là. Donc le droit de visite était un droit universel et il appelle à une citoyenneté et une mobilité cosmopolitique dans un de ses textes, et cette thématique a été reprise par plusieurs philosophes, dont plus récemment Zygmunt Bauman, et qui lui a repris un peu le thème du citoyen cosmopolite qui circule à travers le monde, pour dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue éthique, il y a beaucoup de questionnements qui se posent à partir de ce droit d'émigrer, compte tenu des attitudes des États qui se referment pour essayer de faire la guerre aux migrants. Et on est dans ce contexte aujourd'hui. Donc, 19e siècle, on peut sortir de chez soi plus ou moins facilement, pas toujours facilement si on vient de grands États, parce que, et surtout de grands empires, parce que, en fait, la population était une ressource essentielle. La population était une ressource économique, l'agriculture, une ressource militaire, une ressource fiscale, et donc beaucoup dont la France de Louis XIV, par exemple, bien avant, dès le XVIIe siècle, rendait difficile la sortie pour le plus grand nombre. Ceux qui circulaient, c'était soit des indésirables, soit des diplomates, des gens instruits qui étaient déjà dans cette mobilité de vie, qui circulaient, qui racontaient ce qu'ils avaient vu. Et puis ça se prolonge avec le XVIIIe siècle et les différents chaos politiques qui se sont passés notamment en Europe dans cette période. Et au XIXe siècle, donc d'autres gens vont entrer dans cette mobilité, des pauvres, pas nécessairement les plus pauvres, mais des relativement pauvres, à la faveur des compagnies. Donc on arrive à une forme de capitalisme maritime, puisque les compagnies maritimes faisaient de la publicité, comme on dirait aujourd'hui, pour ces voyages au long cours, et les gens vendaient tout ce qu'ils pouvaient pour aller vers des mondes qui leur étaient présentés comme meilleurs. Et donc il fallait que les compagnies rentabilisent leurs bateaux.
Donc plusieurs travaux qui ont été faits là-dessus, un écrivain, surtout un historien allemand qui s'appelle Klaus Bade, qui parle de l'Europe en mouvement et qui décrit cette mobilité de l'Europe d'est en ouest, et puis ensuite on traverse et on va vers les Amériques. C'est une grande période de peuplement en fait pour les États-Unis, pour le Canada, pour l'Argentine, pour le Chili, pour le Brésil, etc. Donc avec l'espoir de faire fortune, tous ne faisaient pas fortune bien sûr, mais l'espoir aussi d'être libre dans sa pensée, dans l'expression de sa religion et dans toute une série de possibilités qui étaient complètement cadrées dans les pays qu'il quittait. Donc, et ces gens il y avait quelques critères, bien sûr, pour pouvoir entrer, mais dans l'ensemble, c'était surtout l'utilité sociale qui guidait les pays d'accueil, mais dans l'ensemble, pour ceux qui avaient des possibilités de travailler, des métiers intéressants pour la construction de ces États, l'exil a été relativement facile. Donc là, on en arrive alors on commence à réduire cette histoire migratoire. Aux États-Unis, par exemple, en 1924, la grande période de peuplement, d'immigration de peuplement aux États-Unis, ça a été la période 1884, en gros 1924. Si vous avez l'occasion de visiter le musée de l'immigration à Ellis Island, qu'on voit souvent dans les films, on voit combien cette histoire est très forte, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ces pays d'immigration de peuplement, ils célèbrent l'exil et la mobilité et la migration. Pour eux, c'est une fierté. Et ça, c'est très important, très très important, parce qu'ils considèrent qu'ils sont tous plus ou moins sortis du bateau, sauf les autochtones, et que donc la migration, c'est leur histoire, c'est leur histoire. Donc il y a une grande fierté, une grande légitimité du phénomène migratoire. C'est une immigration d'installation et de peuplement. C'est pareil. Alors ils ont de grands musées de l'immigration pour montrer que c'est leur identité, qu'on se trouve à New York ou alors à São Paulo ou à Buenos Aires, etc. Et même à Montevideo ou à Melbourne, on a des grands musées de l'immigration, mais aussi c'est dans l'esprit des gens et même une certaine fierté du métissage. Moi, je suis allée récemment, enfin j'étais déjà allée, mais j'en suis retournée en Amérique du Sud, et le métissage est une fierté culturelle, en disant finalement ce que nous sommes, c'est aussi grâce au brassage des populations, à leur inventivité, que nous sommes aujourd'hui le fruit de ces migrations. Très différent dans ce contexte en Europe. L'Europe est une terre de départ pour l'essentiel, pendant très longtemps, et elle a énormément de mal, c'est encore le cas aujourd'hui, à se penser comme terre d'installation. Ce qu'elle est devenue en réalité, alors qu'elle a longtemps pensé qu'elle était seulement une terre d'immigration de travail. On commence à manquer de main-d'œuvre en France dès la deuxième moitié du XIXe siècle. Il suffit de relire Germinal, Zola, par exemple, et on voit très bien que le sentiment de concurrence entre les ouvriers des mines français et belges est très vif. Dans le sud-est de la France, à Aigues-Mortes, 1893, on a un massacre d'Italiens, donc c'était très mal vécu, on a eu beaucoup d'autres épisodes extrêmement violents, et le discours aujourd'hui populiste qui se diffuse en Europe, on le trouve déjà chez les penseurs, entre guillemets, d'extrême droite des années 1930. Donc, parce que l'Europe a beaucoup de mal à se penser comme terre d'immigration, d'installation. C'est ça la grande différence. Terre d'immigration, d'installation, habituellement, c'est les nouveaux mondes. Et terre d'immigration de travail, initialement, c'était les pays européens ou ailleurs, mais surtout, maintenant c'est le Golfe aussi, des territoires qui ont du mal. D'ailleurs, l'Europe partage avec le Golfe, ça peut paraître très étonnant, et avec le Japon, la particularité d'être des terres qui sont devenues des terres d'immigration de travail, mais parfois de travail durable, et parfois avec des proportions d'immigrés, comme dans le Golfe, de 80% de la population dans certains de ces États, et en même temps de refuser
les conséquences de ce phénomène, c'est-à-dire l'installation des personnes, la multiculturalité, si j'ose dire, et la dépendance démographique dans laquelle ils sont à l'égard des migrations. Et ça, c'est une des grandes difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. La France est un vieux pays d'immigration, ce que j'ai tendance à rappeler. C'est le plus ancien pays d'immigration en Europe, puisque notre histoire migratoire, elle commence dans la deuxième moitié du XIXe siècle. On a 380 000 étrangers en France, au premier recensement qui distingue les nationaux des étrangers en 1851. On a 1 million d'étrangers en 1900. On en a 3 millions en 1930. Donc on aura une progression qui va se faire également après la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on a besoin de main-d'œuvre et on a besoin d'immigration également pour repeupler les pays européens. Et les autres pays européens, donc, eux, ont commencé leur histoire migratoire dans les années 50. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas du Benelux, par exemple. Donc c'est une deuxième vague migratoire en Europe, et parce qu'il y avait le développement industriel, le minier, etc., qui nécessite de la main-d'œuvre. Et puis la troisième vague pour l'Europe, ça a été l'Europe du Sud. L'Europe du Sud a commencé beaucoup plus tard son histoire migratoire parce que c'était des pays d'émigration. L'Italie, il y a 31 millions d'Italiens qui sont partis à l'étranger, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, etc. Ils sont devenus, au tournant des années 90, des pays d'immigration. Des pays, il y a encore des départs, plutôt déqualifiés, mais c'est surtout des pays d'immigration de travail aujourd'hui, qui ont du mal à s'accepter comme pays d'immigration d'installation, comme je vous le disais. Il n'y a pas beaucoup de légitimité du phénomène migratoire, il y a beaucoup de sans-papiers, etc., dans ces pays. Et dans ce contexte, donc, on est arrivé à une sorte d'aversion totale de la logique par rapport à celle que je vous présentais au XIXe siècle, relative difficulté de sortie, mais facilité d'entrée. Aujourd'hui, depuis les années 1990, partout dans le monde, ou presque, on peut avoir un passeport, on peut sortir de chez soi, même à Cuba, maintenant, depuis une dizaine d'années, on peut sortir, donc il n'y a plus que la Corée du Nord, en revanche, une très grande difficulté d'entrée. Donc on est dans une généralisation du droit de sortie avec un droit d'entrée qui est devenu de plus en plus, parcimonieux pour la plupart des personnes. Voilà un petit peu le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui on a 287 millions, alors je dirais pas d'exilés, parce que les exilés, je vous dis, il n'y a pas de comptabilisation des exils, on parle plutôt des migrants, qu'ils soient, il ne faut pas oublier que les réfugiés, contrairement à ce qu'on pense, sont aussi des migrants, mais 287 millions donc de migrants internationaux. Parmi ces migrants, donc la migration, c'est le fait d'être né dans un pays, de vivre dans un autre pays pour une durée égale ou supérieure à 1 an. Donc le touriste n'est pas un migrant, l'étudiant de courte durée n'est pas un migrant, le saisonnier n'est pas non plus comptabilisé comme le migrant, etc. Et donc, si on prend cette définition qui est celle des Nations Unies de comptabilisation mondiale des migrations, aujourd'hui c'est 3,5% de la population mondiale. Donc c'est pas beaucoup en réalité, c'est pas beaucoup, même si les évaluations sont plus importantes puisqu'on a pas mal de sans-papiers dans le monde. Et aujourd'hui, donc, pour vous donner quelques ordres de grandeur, on a environ 87 millions de migrants en Asie, incluant le Golfe, qui est la troisième destination mondiale pour les migrations. On a, pour l'Europe, parce que les Nations Unies incluent la Russie, l'Ukraine, la Moldavie, la Biélorussie, dans l'Europe, donc on est autour de 85 millions, donc c'est beaucoup aussi, donc à peu près à égalité avec le continent asiatique. Et puis, alors l'Europe uniquement, Europe
centrale et Europe de l'Ouest, c'est autour de 45 millions depuis que les Anglais nous ont quittés. Et puis ensuite, pour les États-Unis et le Canada, on est autour de 50 millions, 49,5 millions. Et puis en Amérique latine, il y a moins de migration, enfin même Amérique du Sud plus exactement, on a 11,5 millions de migrants. En Afrique, la plupart des Africains, je le rappelle, migrent en Afrique, contrairement à une idée répandue qui voudrait que tous les Africains viennent nous envahir. Il y a même un livre qui était sorti là-dessus en 2018 d'un journaliste américain, Stephen Smith, qui a été fortement, disons, critiqué par, entre autres, François Héran et des démographes. Donc 26,5 millions en Afrique et puis le reste dans tout ce qui est l'Océanie. Donc on arrive autour de ces 287 millions. Et donc, en fait, la migration qui s'est mondialisée, comme je vous l'ai dit, elle s'est aussi régionalisée. Pourquoi est-ce qu'elle s'est régionalisée? Parce que il est plus facile, ne serait-ce qu'institutionnellement, on prend moins de risques si on reste dans sa région que si on va ailleurs. Aujourd'hui, les migrations transcontinentales, pour beaucoup, sont devenues très dangereuses. On connaît la Libye, un rapport des Nations Unies est sorti, du département des droits de l'homme est sorti en 2017 sur l'enfer libyen. Donc on parle beaucoup des morts en Méditerranée, ne serait-ce qu'en 2022 on a eu 3000 morts en Méditerranée, donc c'est considérable. On était à la fin de l'année autour de 2700 morts en Méditerranée, donc les chiffres sont à peu près constants. En 2021, autour de 2200 morts en Méditerranée, donc ce sont des chiffres très très importants. On dit 50 000 morts depuis les années 1990. Est-ce qu'on peut supporter aujourd'hui de vivre avec, en se disant, il y a 50 000 morts en Méditerranée, c'est le bilan des politiques migratoires. Donc en fait, le contexte aujourd'hui est celui d'une accélération des migrations. On n'arrêtera pas les migrations, quelles que soient les politiques qui sont menées, qui sont plutôt des politiques d'opinion publique, qui sont des postures, si j'ose dire, de la part des partis politiques qui veulent mettre en avant la politisation du phénomène migratoire. J'ai fait ma thèse moi-même sur les phénomènes de politisation et de dépolitisation des questions migratoires en France, hein, mais sur la longue durée. Mais en fait, la politisation de la question migratoire est assez récente. Elle date de l'apparition de cette inscription à l'agenda, comme disent les spécialistes des politiques publiques, mes collègues, dans le programme politique. Mais avant, c'était pas à l'agenda. Pendant la période de 1945-1980, la question migratoire n'était pas du tout politisée. Elle était même très, en relisant la presse que je garde chez moi depuis longtemps, dont je parle dans Figure de l'autre, en fait, pendant toute cette période, il n'y a eu aucune loi qui a été votée sur l'immigration. Parce que la question migratoire n'était pas politisée, hein, c'était pas à l'agenda politique, c'était pas porté politiquement. Et donc, pendant cette période, la question migratoire, elle était débattue par le patronat, avec les syndicats, les églises extrêmement présentes, le ministère des Affaires sociales. Et c'était ces gens-là qui discutaient de la politique migratoire de façon, disons, informelle, puisqu'il n'y avait pas d'institution, même si la politique d'immigration, il y avait quand même un office qui avait été créé en 1945. Auparavant, c'était le patronat qui gérait en France de façon privée la politique migratoire. Donc c'était pas une politique publique pendant très longtemps et c'était pas politisé. Voilà. Il y avait une grande sympathie à l'égard des migrants dans l'opinion publique. Si on ouvre un journal des années 65-70, dans l'ensemble, le soutien de l'opinion à la cause des migrants était très fort. Des pasteurs, bien sûr, certains se sont fait connaître, mais aussi des prêtres, mais aussi beaucoup d'associations. Et puis, dans l'ensemble, l'opinion publique était favorable. Par exemple, il y a eu beaucoup de mobilisations, puisqu'on est dans un jour de mobilisation aujourd'hui, contre la fameuse loi Fontanet-Marcellin de 1992, qui annonçait la fin des régularisations pour les sans-papiers. C'était une mobilisation en France très forte. Donc il y avait un soutien
à la cause des migrants pendant cette période et une certaine sympathie assez partagée dans l'opinion publique, et même Georges Pompidou, qui n'était pas un homme d'extrême gauche, Monsieur Massenet, qui était le directeur de la population et de l'immigration, Monsieur Jeannet, son ministre des Affaires sociales, etc., étaient tout à fait en faveur de l'immigration. Aujourd'hui, c'est une posture politique, comme on l'a vu récemment, que de dire il faut durcir. Alors pourquoi ce phénomène? Ce phénomène, donc, il a été inscrit dans l'agenda politique depuis les années 1980-83, très exactement en France, et progressivement, on a eu une diffusion de cette thématique par les partis politiques. Je rappelle qu'aujourd'hui, notre loi, qui est devenue plus seulement un projet, mais une loi pour laquelle les associations appellent à ne pas la promulguer, est la 30e loi depuis 1980, enfin 29e si on prend les lois qui ont été appliquées, et 30e parce que la loi Bonnet n'a pas été appliquée en 1980 puisqu'elle est sortie à la veille de l'élection de François Mitterrand, mais en fait 30e loi en réalité sur les questions migratoires. Donc aujourd'hui, c'est tellement politique que chaque ministre de l'Intérieur qui prend ses fonctions, il se dit il faut que je fasse voter une loi sur l'immigration. C'est pareil aussi à l'échelon européen. Beaucoup de pays européens aujourd'hui ont versé dans une sorte de populisme qui a introduit son prêt-à-penser sur ces questions. On parle souvent de la Hongrie, on parle de la Pologne, mais aussi la Slovaquie, la République tchèque. C'est des pays qui connaissaient pas la question migratoire auparavant parce qu'il y avait des échanges de population de courte durée entre les amis de l'Union soviétique et ces pays communistes. Mais c'était pas un sujet. Moi, j'étais allée en Pologne en 1979 quand je leur ai dit que je travaillais sur l'immigration. Ils ont ouvert des yeux très grands parce que pour eux, on voyait des gens qui étaient des stagiaires, des choses comme ça, mais c'était des Vietnamiens, des Algériens, etc., mais qui venaient pour des courtes durées. C'était pas un sujet, c'était pas à l'agenda du tout. Et ils ont été privés de cours sur toutes les questions sociales, notamment sociétales. Donc tout ce qui a été fait sur la lutte contre les discriminations, sur le vivre ensemble, sur toute une série de questions qui, malgré tout, malgré le faible écho des travaux des chercheurs, a quand même eu ses fruits parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un début de législation sur la lutte contre les discriminations à l'échelon européen depuis les années 2000, etc. Donc là-bas, non, ça n'existait pas du tout. On comptait les statistiques. Quand on a commencé à inviter ces gens de l'Est, c'était plutôt les statisticiens qui s'occupaient du sujet, mais aucun travail de sociologie, parce que auparavant, c'était Karl Marx qui était à l'agenda. Donc il n'y avait pas de travail de sociologie sur la question des migrations. Donc ils ont découvert ce phénomène et puis eux-mêmes ils ont commencé à être concernés par ce phénomène parce qu'on a eu un grand mouvement de mobilité des personnes, notamment avec le départ d'une partie de leur population qui s'est inscrite dans la mobilité comme mode de vie à partir des années 90. Donc on est dans cette deuxième grande mondialisation et on a une mobilité Est-Ouest, par exemple, qui a concerné les pays de l'Est les plus nombreux, donc les Roumains et les Polonais vers l'Ouest, mais aussi ils sont dans ce grand chamboulement, si j'ose dire, qui fait que d'autres viennent travailler chez eux, les Ukrainiens en Pologne, les Polonais à l'ouest de l'Europe, etc. Et donc ce phénomène a caractérisé aussi ces pays plus tardivement. Donc on est dans ce contexte-là, et plus récemment, on est concerné par toute une série de crises politiques qui se sont accélérées dans le monde. Et parmi ces crises, on a des très gros chiffres d'exilés, pour le coup, de réfugiés, migration forcée, comme on dit. Pour donner quelques chiffres, certains endroits dont on parle pas beaucoup, le Soudan, par exemple. Le Soudan, j'y suis allée une fois, il y a pas très longtemps, mais quand on va au Soudan, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire au Soudan sauf partir? Ceux qui sont les plus actifs, ils vont travailler dans le Golfe. Je les ai vus partir tous, donc prendre leur avion pour le Golfe.
peuvent parce qu'ils travaillent là, et les autres, ils sont dans des camps pour une partie d'entre eux, puisque le Sud-Soudan était un échec politique, donc le Sud-Soudan afflue vers le Nord-Soudan, vers Khartoum, et aujourd'hui, il y a 7 millions de Soudanais qui ont quitté leur pays récemment, et 17 millions de gens qui sont à l'intérieur, enfin en tout, 17 millions de gens qui sont en mobilité, certains internes, d'autres internationaux. D'autres gros chiffres, les Syriens, on en a beaucoup parlé, 6,5 millions de Syriens ont quitté leur pays entre 2015 et 2016, donc c'était un très gros chiffre. L'Europe a crié au drame avec une crise d'accueil, de solidarité entre les pays européens, parce que l'Est, dans l'ensemble, n'a pas voulu accueillir les Syriens. Et donc aujourd'hui, le contentieux reste fort de cette fracture à l'intérieur de l'Europe entre l'Est et l'Ouest pour la solidarité et l'hospitalité, sachant que c'est l'Allemagne qui a accueilli le plus, près d'1 million de Syriens sur son territoire. Ensuite, dans les autres gros chiffres, l'Afghanistan, depuis le début de l'invasion soviétique en 1979, 6,5 millions de gens ont quitté l'Afghanistan, plus tous ceux qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a beaucoup de sans-papiers parmi eux. Donc c'est un chiffre considérable, c'est le tiers de la population du pays. Également le Venezuela, aujourd'hui, on est autour de 5 millions de gens qui se sont réfugiés au Brésil, mais surtout en Colombie voisine, puisque la Colombie, dans le passé, avait été accueillie par le Venezuela, faut pas l'oublier. Et puis d'autres endroits où en permanence on a des coups d'État, des crises politiques qui mettent sur les routes du monde des quantités d'exilés. Donc ça, c'est un facteur très important aujourd'hui des exils, si j'ose dire, et dans un contexte où aujourd'hui on a autant de migrants au sud de la planète, si on prend la Terre comme une orange, si j'ose dire, avec l'équateur au milieu, qu'au nord. Et ça, c'est tout à fait préoccupant, parce que le Sud accueille, mais de façon informelle. Beaucoup de pays du Sud ne sont signataires d'aucune convention internationale concernant l'immigration. Ils n'ont aucune politique migratoire, et ils tolèrent, parce qu'eux-mêmes, de temps en temps, il y a des révolutions qui chassent les personnes, et donc ils sont obligés de comprendre ce phénomène qu'ils ont eux-mêmes vécu, et très souvent ils accueillent à leur tour les gens qui traversent les frontières dans une très grande informalité. Et donc le Sud aujourd'hui est une très grande région migratoire au monde. Migration sud-sud, c'est devenu très important, aussi important que migration sud-nord, dont on ne fait que parler, et de migration nord-nord. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont du nord au nord, mais il y en a, surtout des étudiants, qui sont aujourd'hui la première source de mobilité aujourd'hui, par exemple pour l'Europe, avec les réfugiés, et également migration nord-sud. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, des exils de qualifiés, ou ce qu'on appelle les fameux seniors au soleil, c'est-à-dire des gens qui décident, dans nos âges, de prendre leur retraite au soleil dans des pays où la vie est moins chère. Donc tout ça, ça fait à peu près 140 millions d'un côté, 140 millions de l'autre, pour le Nord et le Sud, sauf que le Sud, aujourd'hui, est très démuni en la matière. Ce sont des pays de départ, à la fois, d'arrivée et de transit. Alors ça, c'est le cas du Maghreb, mais c'est le cas aussi de l'Égypte, par exemple, c'est le cas de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, et donc dans un contexte où ils sont complètement démunis en la matière, avec beaucoup de mécontentement des personnes qui essayent de partager difficilement les ressources de ces États, et donc le sujet est là, et aussi le sujet, c'est qu'ils signent aussi des conventions internationales qui les obligent à mettre en œuvre des dispositifs mondiaux comme le droit d'asile, par exemple. La Convention de Genève de 1951 n'a pas été signée encore par 50 États qui sont tous des États du Sud, de différents continents du monde, par exemple. Il y a des États qui l'ont signée mais qui n'appliquent aucune politique d'asile, c'est le cas de l'Égypte par exemple. On a toute une série de manques en la matière. La Convention, de l'autre côté, sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, qui garantit un minimum de droits, dont les sans-papiers, n'a en revanche été signée que par 56 États, tous du Sud. Aucun pays du nord de la planète
a signé cette convention de 90 qui reconnaît un minimum de droits. On est au cœur de notre sujet français en ce moment à propos des sans-papiers. Et puis beaucoup d'autres conventions internationales sur les droits de l'enfant, par exemple, qui sont un sujet très important, mais qui obligent les signataires, 1989, cette convention, à ne pas les reconduire dans leur pays. C'est pourquoi on a autant de discussions sur l'âge de la majorité pour mettre en œuvre ou pas des politiques publiques ou les refuser, et beaucoup d'autres conventions donc internationales donc qui cadrent plus ou moins notre politique migratoire. Alors aujourd'hui, à l'échelon européen, on a des pactes. Alors les pactes, on est en plein dans notre sujet, les pactes, ça n'est pas un traité, c'est simplement un engagement des États pour se mettre d'accord sur un minimum de règles qui pourraient, disons, dessiner la politique migratoire des pays européens. Le pacte actuel, qui vient d'être signé, 2023, ce pacte, il a mis 3 ans, plus de 3 ans à être discuté à cause de la fracture, comme je vous ai dit. Alors il y a une double fracture. Il y a une fracture Est-Ouest, c'est-à-dire les pays de l'Est, dans l'ensemble, sont peu ouverts aux migrations, sauf qu'ils ont quand même accueilli l'essentiel des Ukrainiens. Il ne faut pas l'oublier, il y a 8,5 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays depuis 2022, et l'essentiel de ces Ukrainiens ont été accueillis par la Pologne, parce que la Pologne d'aujourd'hui, c'est une partie aussi de l'Ukraine d'hier. La frontière s'est déplacée d'est en ouest. Donc les régions de l'ouest de l'Ukraine, c'était la Pologne. Donc c'était leurs cousins, si j'ose dire, leurs voisins, etc. Donc la Pologne a beaucoup accueilli ces Ukrainiens. Certains sont repartis chez eux, mais aussi d'autres pays, ce qui pourrait nous paraître curieux, la Hongrie, parce qu'une partie de la Hongrie a été, sous la période austro-hongroise, donc a inclus le sud de l'Ukraine. Donc la Hongrie, qui perd sa population chaque année, elle essaye de donner des passeports hongrois à des gens qui ont été on fait partie de ce qu'on appelait l'Autriche-Hongrie du passé. Il y a à peu près 1 million de personnes aujourd'hui en Hongrie qui ont bénéficié de ce qu'on appelle la politique d'irrédentisme. On donne des passeports à des gens qui ont fait partie d'un pays mais qui n'en font plus partie aujourd'hui. C'est ce que fait aujourd'hui la Hongrie, qui s'attire une population de sympathisants aussi à l'égard du régime actuel, et donc d'autres pays, la République tchèque, enfin tous ces pays où la population a beaucoup bougé, il ne faut pas l'oublier, après la Deuxième Guerre mondiale, ont accueilli des Ukrainiens parce que certains d'entre eux avaient fait partie de leur pays dans le passé. Donc 8,5%, sauf que c'est une migration considérée comme temporaire. Ils ont eu un régime spécial, 2 poids, 2 mesures, si j'ose dire. Tout le vocabulaire et le registre, habituel, politique sur les migrations ne leur a pas été appliqué. On a dit les Ukrainiens, il faut les accueillir, ce sont des Européens, ils sont bien sûr envahis par la Russie, l'Europe est menacée, et on va leur donner un statut spécial. L'Europe a sorti une directive de 2001, déterrée, presque une directive, parce que depuis plus de 20 ans, elle n'avait pas été appliquée, elle avait été décidée pour les Kosovars. Et donc, comme elle n'a pas été appliquée pour les Kosovars, eh bien, on s'est dit, on peut l'utiliser pour les Ukrainiens. C'est l'idée que les gens ne sont que temporairement exilés quelque part. Et donc, c'est ce qu'on a appliqué aux Ukrainiens, la protection temporaire de 2001, comme on dit, et ce qui donne l'accès aux droits immédiats. Et ça a été une chance considérable pour les Ukrainiens parce qu'ils ont eu accès à des droits qui sont refusés pendant de nombreuses années aux demandeurs d'asile, bien sûr, en attendant leur statut, et à toute une série d'autres qui sont dans des situations de sans droit, comme les sans-papiers. Donc ils ont eu droit à tout ce qui était impossible tout d'un coup, pas seulement l'Europe à plusieurs niveaux, l'Europe donc applique cette directive, ensuite les États mettent en œuvre la directive de 2001, les préfectures s'en occupent,
occupe, on peut rêver, si j'ose dire, si on observe depuis longtemps les questions migratoires, on se dit, finalement, le logement, c'est possible. On disait qu'il n'y avait pas de place, mais il y en a pour les Ukrainiens. Toute une série d'accès aux droits, les cours de langue, l'insertion professionnelle, et toute une série d'éléments qui, dans le passé, les Vietnamiens, par exemple, avaient bénéficié, en France, on a accueilli 350 000 Vietnamiens, ont bénéficié d'une politique à peu près équivalente, l'ouverture des droits, le logement, la formation professionnelle, les cours de langue, tout ça, ça a été possible, tous les droits sociaux, bien sûr. Et puis, on appliquait aussi pour les Chiliens. Il ne faut pas oublier que 100% des Chiliens ont obtenu dans le passé en France le droit d'asile, par exemple, et pour les Vietnamiens, on était autour de 95%. Aujourd'hui, on est autour de à peine 45% des demandeurs d'asile qui obtiennent le statut, on est en dessous de beaucoup de... On est le 18e pays sur 27 en Europe pour l'accueil des réfugiés. On a accueilli 4% des Ukrainiens en Europe, en France, et on est donc très très loin derrière l'Allemagne qui a pris l'essentiel de sa part dans les mouvements récents de réfugiés. Par ailleurs, donc le pacte, c'est une sorte, comme je vous disais, d'accord tous les 8 ans. On a eu un premier pacte en 2008, un deuxième, non tous les 6 ans, le deuxième 2014 et ensuite 2020, mais ce pacte il est sorti en 2023. Alors qu'est-ce qu'on disait pour le pacte 2023 ? Eh bien, on va harmoniser le droit d'asile. On a vu que pour l'instant, on n'a pas harmonisé le droit d'asile. Donc là, il y a un vrai problème parce que le profil des personnes, en fait, il est très différemment traité selon le pays européen auquel on s'adresse en fonction de la diplomatie de chaque pays, de la montée ou pas des sondages anti-migrants, de l'importance de l'extrême droite. Donc on a des attitudes à l'égard des réfugiés très différentes selon les pays européens. Par exemple, en 2015, la Hongrie a dit on est signataire de la Convention de Genève, ça c'est vrai, mais nous, on considérera qu'aucun n'est qualifié pour être réfugié, donc zéro réponse positive pour les Syriens, par exemple, parce que c'était un problème pour l'identité culturelle du pays, etc. Donc, on a eu des réponses extrêmement différentes selon les pays, et on n'a toujours pas réussi à harmoniser dans le pacte de 2023 la politique d'asile. Donc ça, c'était un des vœux essentiels, on n'y est pas. D'autres éléments, même s'il y a une petite structure à Malte de l'Europe, l'EASO, qui essaye d'examiner les profils en disant voilà le profil idéal qui pourrait être accepté par tous les pays pour donner ou pas l'asile. Ensuite, on a le reste, les 2/3 du pacte, c'est du sécuritaire. C'est du sécuritaire, donc reconduction à la frontière, ce qu'on appelle l'externalisation de l'asile, c'est-à-dire on demande à nos voisins de contrôler leurs propres frontières pour que les gens ne partent pas de chez eux, ce qu'on a demandé à la Turquie en 2016, après la crise syrienne. Donc la Turquie a gardé sur son territoire environ 4,5 millions de Syriens, irakiens et autres proches et moyen-orientaux, et en échange de 6 milliards d'euros donc que l'Europe lui a donné, et d'autres promesses qui n'ont pas été tenues, qui étaient la reconsidération de la candidature turque pour l'Union européenne et l'allègement des visas pour les Turcs, parce qu'aujourd'hui il y a moins de Turcs qui vont en Europe, c'est la première nationalité non européenne en Europe, on a à peu près 4,5 millions de Turcs, mais il y en a plus qui retournent chez eux que d'autres qui viennent, parce que la Turquie aujourd'hui est un pays où il y a moins de candidats pour le départ, où ils vont ailleurs, mais pas nécessairement en Europe. Et donc, la Turquie, furieuse de cette négociation qui n'avait pas été entièrement remplie par l'Europe, a rouvert ses frontières en 2020. C'était le début de la Covid. D'autres éléments de cette politique qu'on trouve dans le pacte, qui sont donc l'externalisation des frontières. Donc on a plusieurs centaines d'accords avec les pays qui nous entourent pour contrôler les frontières, qu'ils contrôlent eux-mêmes les frontières chez eux. Et puis, alors on forme des gardes-côtes libyens, par exemple, ça c'est une extrémité, parce que souvent les passeurs sont aussi en uniforme selon les contextes.
On a bien sûr des accords avec les pays du Maghreb, avec beaucoup de pays qui sont proches de chez nous. Et le résultat, c'est que en fait, cette externalisation, elle fonctionne pas très bien. Elle fonctionne même très mal, puisque la migration progresse. On a beaucoup vu augmenter les flux non seulement de demandeurs d'asile, mais d'autres migrations, de travail, de famille, etc. Et pas seulement légales, mais aussi irrégulières à l'échelle mondiale, mais entre autres vers l'Europe. Et donc, tous les instruments qui sont mis en place par l'Europe ne fonctionnent pas bien. Frontex, par exemple, il y a eu un conflit autour de cette fameuse agence qui contrôle les frontières extérieures de l'Europe, dont le budget a été multiplié par 100 depuis sa création. Il a été créé en 2003 et il a été multiplié par 100 aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a une crise en Méditerranée, on augmente le budget de Frontex. Et comme le Frontex a été, disons, considéré comme faisant plus de contrôle que de sauvetage, eh bien, il y a eu un conflit entre la Commission européenne et l'agence Frontex. Donc la légitimité et l'éthique de Frontex est quand même fortement mise en cause, mais Frontex a été maintenu aussi. Les accords de Dublin, One Stop, One Shop, maintenu. Alors l'autre fracture à l'intérieur de l'Europe, c'est pas seulement Est-Ouest, c'est Nord-Sud. Parce que les pays du Sud, aujourd'hui, ils reçoivent l'essentiel des migrants. On n'arrive pas en général en Finlande. On arrive en Italie, en Grèce, en Espagne, etc., à Malte aussi. Et donc, les pays du nord ou du centre de l'Europe ne veulent pas changer le système de fameux One Stop, One Shop. C'est là où vous avez mis le pied que vous devez rester pour demander l'asile, parce que pour eux, ça les arrange. Qui fait le travail ? Et donc, c'est eux qui font le travail et qui reçoivent, bon an, mal an, les nouveaux arrivants. Donc, pour eux, c'est confortable, parce que les autres, pour les pays qui sont pas concernés directement, il y a un sas, une vraie frontière, disons, qui sont les États européens du Sud, qui les protègent des autres arrivées. Donc, il y a un conflit nord-sud important, et on l'a vu avec le durcissement des pays nordiques, par exemple, face à la question migratoire. Les pays du Sud aussi, l'Italie, mais l'Italie ne peut pas aujourd'hui, de Madame Meloni, ne peut absolument pas respecter le programme qu'elle s'était fixé. Elle a été obligée d'ouvrir des ports en Italie pour accueillir les gens qui sont en détresse en Méditerranée, avec heureusement le concours des associations de sauvetage comme SOS Méditerranée. Donc on est aujourd'hui hors sol, si j'ose dire. On est hors sol en la matière, puisque le discours n'a rien à voir avec la réalité. Le discours, il est fait pour l'opinion publique et il n'est pas du tout efficace. Les autres mesures du pacte, pour terminer sur ce fameux pacte, ce sont des choses qui n'ont aucune efficacité, mais qui sont remises dans les pactes depuis, on en est au 3e pacte, depuis 2008, donc depuis assez longtemps. Mais c'est pour l'opinion. On sait très bien que ça marche pas. Enfin, j'espère qu'ils savent très bien, ceux qui l'ont écrit, que ça marche pas, mais il faut le mettre pour l'opinion. Donc on va dire, les politiques de reconduction à la frontière. Politique de reconduction à la frontière, en France, c'est 12%, parce que c'est très compliqué, ça coûte très cher. Il y a beaucoup de problèmes avec d'éthique, d'ailleurs, dans les conditions même de ces reconductions. Et donc, et surtout, il faut que les pays de départ acceptent, ou de transit, il faut qu'il y ait une certification consulaire pour accepter le retour des personnes. Donc ça marche pas, on est en discussion et en conflit avec les pays du Maghreb qui ne répondent pas aux demandes de certification consulaire. Donc la mise en œuvre, mais ça on n'expliquera jamais ça à l'opinion publique. Donc on dit reconduction, massive. Voilà. Notre ministre de l'Intérieur avait même dit que son objectif c'était 100% de reconduction. Il faudrait augmenter fortement les impôts, parce qu'une reconduction ça coûte à peu près 3 000 €. Il faut qu'il y ait un accompagnement policier, etc., par personne. Donc en fait, reconduction, ça marche pas. 12%, c'est pas très très glorieux. Les politiques de retour, le retour volontaire, qui peut être bien, on réinsère les gens qui veulent repartir, ou ceux qui étaient sans papier mais qui ont accepté de rendre souvent les statuts provisoires qu'ils avaient, ou ce qu'ils avaient rien, on les aide à se réinsérer, mais ça concerne une infime population. La politique de retour, elle a été mise en œuvre dans le milieu des années 70. Après la fin de la grande période migratoire, on a moins besoin de gens, on désindustrialise, etc. Ces politiques de retour, elles n'ont jamais eu d'effet spectaculaire, mais on les remet parce que
les gens croient qu'on va faire une vraie politique de retour, qu'on va remettre les gens à la mer, ce qui est le rêve de certains mouvements d'extrême droite, mais ça marche pas, parce que les gens, ils veulent pas repartir, ils ont déjà construit leur famille, ils sont dans une procédure de régularisation, etc. Troisième instrument qui fonctionne pas non plus, le développement. Le développement, c'est très bien, c'est formidable, mais ça n'a aucun impact sur la migration. Dire qu'on va faire du développement pour que les gens restent chez eux, non. Au contraire, plus il y a de développement, plus il y a de migration. Parce que le développement, ça inclut les gens dans une dynamique où ils sont plus scolarisés, ils sont plus urbains souvent. Il ne faut pas oublier qu'on a un exode rural massif au sud, à l'intérieur des pays du sud. Et donc, aller vers la ville, c'est aussi rencontrer les passeurs, changer de projet, avoir un horizon qu'ils n'ont pas parfois. Et donc, le politique de développement, ça n'est plus du tout, ça n'a jamais été d'ailleurs, une alternative aux migrations, mais c'est une politique de développement humain qui permet aux personnes de vivre dans de meilleures conditions, mais on n'a jamais démontré leur impact sur la migration, ça ne fixe pas les gens au sol. Toutes ces politiques, elles n'ont quasiment aucun impact. Elles sont là depuis toujours, elles sont là aussi dans la loi actuelle française, parce que c'est bien pour l'opinion publique. C'est comme si vous alliez chez le médecin et qu'il vous disait, bien écoutez, je vais vous donner un médicament, mais ça fait 30 ans que ça marche pas, mais je vous le donne quand même, parce que peut-être que vous allez y croire. Donc vraiment, il y a une sorte de prise en otage, si j'ose dire, de l'opinion publique, et ces politiques, elles sont faites de sondages, donc c'est les sondages qui conduisent aux prises de décision et des croyances, quand je dis dans certains groupes, vous savez, le développement c'est très bien, mais ça n'a aucun impact. L'Agence française pour le développement, elle dit plus du tout que le développement, ça va être une contrepartie à la migration, etc. Mais beaucoup de gens le croient encore. Ensuite, les politiques de retour, c'est pareil, les reconductions, ça marche pas très bien, etc. Donc aujourd'hui, on a deux niveaux, le niveau de la réalité et puis le niveau de ce qu'on annonce à l'opinion publique, ce qu'on appelle plus ou moins une politique d'opinion. Et je terminerai pour ne pas être trop longue sur la loi qui vient d'être adoptée sur l'immigration et l'asile, qui est tout aussi sécuritaire que le pacte européen sur l'immigration et l'asile, et qui met gravement en danger toute une catégorie, toute une série de catégories de personnes si elle est promulguée, parce que si on prend la question de l'exil et notamment des réfugiés, la loi dit que la procédure va changer, notamment au niveau de la Commission nationale du droit d'asile, qui va être régionalisée sur notre territoire, avec un seul juge dans la plupart des cas, donc une seule personne qui va prendre. C'est très important d'être accepté ou refusé comme réfugié, parce que ça change tout pour l'existence. C'est la légalité, un titre de séjour de 10 ans renouvelable, l'accès au travail, l'accès aux droits sociaux. Donc si c'est une seule personne, selon sa coloration politique ou même l'entente du juge avec le milieu ambiant, la préfecture, etc., on aura des réponses très très différentes selon les profils de personnes sur le territoire. C'est un peu la tête du client, si j'ose dire. Donc là, il y a un risque, à mon avis, très fort. Le refus aussi, on est entré déjà dans la préférence nationale pour les droits sociaux d'urgence. Donc ça, c'est un vrai problème pour notamment l'hébergement d'urgence et l'accès à toute une série de prestations minimales qui étaient prévues pour être universelles. Donc là aussi, il y a un vrai danger pour ceux qui sont dans une situation de courte durée, depuis une courte durée sur notre territoire. On a également la restriction du droit du sol, qui est un vieux thème de l'extrême droite qui datait de l'entre-deux-guerres et qu'on retrouve aujourd'hui, qui est un rêve permanent des courants des clubs de réflexion comme le club de l'horloge de l'extrême droite, l'idée qu'il faut, alors pour eux, supprimer le droit du sol. Le droit du sol, c'est un élément qui a été introduit en France dans la loi de 1889. On était un pays de droit du sang à cause des idées des Lumières, qui considéraient que le droit du sang était plus émancipateur que le droit du sol féodal, et Napoléon, qui a appliqué certaines idées des Lumières dans le Code civil, a introduit le droit du sang comme droit de l'accès à la nationalité en France.
À la fin du XIXe siècle, 1889, on modifie le droit de la nationalité pour deux raisons. D'une part, on a besoin de faire des Français avec les étrangers, comme on le disait, pour éventuellement, d'ailleurs, dans la perspective d'un conflit franco-allemand, et aussi pour donner des droits à ceux qui étaient venus pour travailler, et surtout à leurs enfants, pour qu'ils s'installent. On voulait une immigration qui s'installe, même si on se considérait toujours comme un pays d'immigration de travail. Et donc, on modifie le droit de la nationalité avec un équilibre droit du sol, droit du sang. Presque tous les pays européens, sauf l'Italie, ont adopté cet équilibre, droit du sol, droit du sang. Ils étaient devenus entre-temps, depuis les années 50, des pays d'immigration. Et donc, même l'Allemagne, qui était un pays très attaché historiquement à son droit du sang, a introduit droit du sol et droit du sang, et l'a même élargi dans sa dernière législation de l'année dernière sur l'accès à la nationalité pour faire des Allemands avec les étrangers et inclure tout de suite dans les droits ces personnes qui sont nées sur le territoire allemand ou en rétrécissant les critères de la naturalisation. Donc aujourd'hui, c'est une tendance mondiale. Plus on est dans un contexte de migration, d'installation, plus les pays mettent en œuvre plus de droits du sol. Et les anciennes colonies anglaises dont le Royaume-Uni n'avait pas été colonisé par, disons pas même colonisé, oui, par les Anglais, mais dont le pays n'avait pas été occupé par Napoléon, sont restés au droit du sol. Ce qui était pour eux une aubaine extraordinaire. Parce que être un pays de droit du sol quand on est une ancienne colonie, et c'est le cas aussi des anciennes colonies espagnoles, l'Espagne aujourd'hui a un droit du sol qui est assez développé, mais c'était le cas aussi avant. Et donc, c'est un pays qui inclut plus les nouveaux arrivants, les enfants des nouveaux arrivants, ceux qui arrivent et qui accèdent rapidement à la nationalité. Donc les États-Unis sont un pays de droit du sol, le Canada, l'Australie, presque tous les pays d'Amérique latine sont des pays de droit du sol, ce qui donne la légitimité aussi au phénomène migratoire, parce que c'est plus inclusif en termes de citoyenneté, d'accès aux droits. En France, on fait l'inverse. On est le seul pays européen pour l'instant, avec la loi actuelle, qui a reculé sur le droit du sol, ce qu'on avait fait en 1993, sous la période de Charles Pasqua, qui avait demandé, d'une part, une démarche volontaire pour accéder à la nationalité française pour les jeunes qui vont devenir français à leur majorité, mais qui restreint aussi qui donne toute une série de conditions pour cet accès au droit du sol, ce qui va alourdir l'administration. D'ailleurs, ça a été abandonné en 98, c'est rétabli maintenant avec la loi Guigou, parce que la bureaucratie que ça demandait pour faire une démarche volontaire pour accéder, il fallait regarder s'il y avait ou pas commis des délits souvent assez mineurs pour des jeunes, etc. Tout ça, ça complique beaucoup les choses et ça donne le sentiment aux gens qui sont beaucoup moins français que d'autres. Et donc ça, c'est le début du racisme aussi dans l'image de leurs congénères. Donc en fait, ça c'est un aspect très important de ce projet et de cette loi telle qu'elle est aujourd'hui. Beaucoup de choses vont sans doute être modifiées par le Conseil constitutionnel, mais je voudrais juste rappeler aussi la condition des étudiants pour lesquels on demande une caution avec une assez forte somme pour pouvoir être étudiant, avec un prix d'inscription pour les études qui est 15 fois supérieur à ce qu'on demande aux nationaux. Si on veut vraiment avoir une surface internationale, surtout à cause de la langue française aussi, c'est un peu risqué de restreindre l'accès aux étudiants dans nos universités. Souvent, les universités sont très fières d'avoir un profil international avec des gens qui viennent du monde entier pour rayonner et faire rayonner aussi ces étudiants dans notre pays et dans leur pays d'origine et dans le monde entier. Donc tout ça est complètement contre-productif, si j'ose dire. On est dans une logique de préférence nationale et la loi aujourd'hui, elle a été décidée pour des raisons de politique politicienne, essayer de prendre en compte l'argument, le seul peut-être qui restait encore aux Républicains et aussi à l'extrême droite. Il ne faut pas oublier que 88 députés de l'extrême droite aujourd'hui a voté pour la loi sur l'immigration, ce qui n'est pas très glorieux, même si sans ce chiffre, la majorité avait aussi déjà voté pour cette loi. Donc on est dans un contexte d'affichage
d'affichage, de dictature des sondages, si j'ose dire, et alors qu'il y a beaucoup d'autres décisions qui ont été adoptées alors que les sondages n'y étaient pas favorables. L'abolition de la peine de mort, la loi sur les retraites n'ont pas suivi ce que disaient les sondages. Donc là, pourquoi est-ce qu'on l'applique pour l'immigration? Est-ce qu'on l'applique pas pour d'autres décisions qui sont peut-être plus légitimes? C'est lié aussi à l'illégitimité de l'exil dans beaucoup de pays européens, dans nos pays et en France en ce moment. Et donc, je crois que là, il y a toute une réflexion à mener pour essayer d'être plus ouvert aux autres et de diffuser surtout ces idées. Parce que malheureusement, on s'adresse souvent à des convaincus, mais les autres, on ne les touche pas parce qu'ils ne sont pas dans les lieux que l'on peut fréquenter quand on parle de ces sujets. Je m'arrête là.
Merci beaucoup, madame, pour ce panorama très dense, à la fois historique, géographique, politique, panorama dont j'espère qu'il va nous permettre de faire passer les discours que nous entendons sous la toise de la réalité, et panorama dont je suis sûr qu'il va nous nourrir pour mieux profiter des 3 prochains cultes conférences. Donc à nouveau, merci vraiment beaucoup. Nous nous levons. Pour la confession de foi, qui est la confession de foi du foyer de l'âme, celle de Charles Wagner. Je crois qu'un jour, une source d'eau pure s'est ouverte. Elle a donné une eau vive qui ranimait, au fond des cœurs blessés, l'espérance et la joie, au fond des cœurs endurcis, la bonté fraternelle, au fond des cœurs errants et pleins d'ombre, la clarté suffisante et rassurante. Je crois qu'elle n'a pas été ouverte pour se refermer aussitôt. On ne peut l'enfermer dans un livre, une tradition, une église. Je crois que l'Esprit de Dieu ne se laisse ni capter ni canaliser. Il est dans les pures traditions, dans les pieux souvenirs, mais il agit aussi neuf, inédit, surprenant dans les âmes de nos contemporains. Il nous inspire à chaque âge ce qui est le plus conforme aux besoins de chacun. Je crois qu'il est l'esprit de vérité, actif au fond de l'être, en ces profondeurs où l'homme tient à Dieu par sa racine extrême. Je crois qu'il souffle sur les pauvres refuges où languit parfois la douleur. Je crois qu'il souffle sur les hauteurs où l'air est toujours pur. Il n'a pas peur de marcher sur les routes inconnues, pleines de surprises. Il est la piété des vieux souvenirs et l'indomptable poussée vers l'avenir. Je crois que sa flamme s'est allumée quelque part où la clarté n'existait pas, avant même que retentissent ces mots, que la lumière soit. Je crois qu'il demeurera à jamais, et je l'appelle Christ. Et nous prenons le 300, Mon Dieu, mon Père, les strophes 1, 3 et 4. 300, 1, 3 et 4.
Prenez place. Quelle belle, bonne et vaste manière d'être entré dans ce cycle de culte-conférence avec Madame Witold de Wenden. Oui, merci beaucoup, Madame. Et nous aurons l'occasion, après le culte, de vous le dire, de vous le redire, puisque un verre de l'amitié est préparé dans la salle vitrée qui se trouve dans l'entrée du temple. Il ne fait pas chaud, mais bon, nous avons pris de l'élan, de l'énergie et de l'enthousiasme avec ce que nous avons entendu, et nous pourrons prolonger un petit peu de cette manière ce beau et fructueux moment. Également, après le culte, le repas des jeunes et moins jeunes, un de ces groupes largement ouverts du foyer de l'âme qui se tiendra dans la salle du deuxième, où l'on peut venir en apportant quelque chose à partager ou sans avoir rien du tout. Et lors de ce repas, nous écouterons de la musique, des chansons, nous entendrons parler de musique. C'est ceux qui le souhaitent, qui ont préparé quelque chose, pourront présenter leur œuvre musicale préférée, leur compositeur préféré, leur style musical favori, celui qui les inspire, qui les porte chaque jour. Voilà, nous découvrirons un peu les uns les autres par cette occasion, donc dans la salle du deuxième étage au foyer de l'âme. Et puis, comme chaque dimanche, la collecte de produits au profit de l'épicerie solidaire du 11e arrondissement a lieu, donc avant le culte et un peu après le culte chaque dimanche. Et la liste des produits dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment est affichée dans l'entrée du temple. Donc même si vous n'êtes pas habitué du foyer de l'âme, que vous comptez revenir dimanche prochain ou n'importe quel dimanche, vous pouvez participer. Voilà. Dans la semaine à venir, pour indication et rappel aux moniteurs d'école biblique, nous aurons une réunion de préparation mardi 16 à 20h30 en visio. Le mercredi 17 à 19h30, ce sera le groupe biblique qui se réunira dans la salle du deuxième étage et qui poursuit son exploration de la notion de résurrection. Nous ne sommes pas encore arrivés à la notion de résurrection, nous en sommes encore aux prémices. Donc ce sera mercredi 17 à 19h30. Jeudi 18, comme tous les jeudis, à 12h30 dans le temple, la pause spirituelle. Alors, si le chauffage est remonté, sinon nous nous mettrons dans la salle vitrée à l'entrée. De 12h30 à 13h30, une heure de silence, de musique, de méditation et de partage autour d'un texte biblique et de prière. De 12h30 à 13h30. Et je rappelle aussi la réunion du comité de l'entraide du foyer de l'âme, jeudi à 18h30, en présence ou en visio. Samedi 20, à 10h30 dans la salle du second, le groupe Évangile et Liberté se retrouvera pour poursuivre sa lecture. Raphaël Picon, tous théologiens, nous avons lu l'introduction. Nous entrons dans le premier chapitre. Et dimanche 21, ce sera donc le deuxième culte-conférence de notre cycle. Nous aurons la joie d'accueillir Madame Marie-Caroline Salio-Yatsirmetsky, qui est anthropologue, psychologue clinicienne, qui viendra pour une intervention intitulée « La voix de ceux qui crient », qui est le titre d'un ouvrage qu'elle a écrit suite à son exercice de psychologue clinicienne, recevant donc des personnes migrantes en grande souffrance. Elle a aussi un certain nombre d'interventions, de publications à son actif sur ce vaste sujet de l'exil et des migrations. Certains de ses ouvrages sont également disponibles et je remercie Christelle qui est là aujourd'hui de la librairie C'est ici, qui nous accompagnera pour chacun de ces cultes. Donc dimanche prochain à 10h30 et voilà, n'hésitez pas à en faire part autour de vous.
Dimanche prochain, il y aura également école biblique pour les enfants de l'école biblique, donc entre 6, 7 et 11 ans, et puis Précaté pour le groupe de Précaté avec notre ami Serge. Je crois que j'ai fait le tour des annonces. Et voici donc maintenant le moment de l'offrande, le temps de l'offrande pendant lequel nous écouterons Elisabeth Geiger. Nous nous unissons dans la prière, inspirée du psaume 72. Dieu, donne à tes enfants un cœur de chair pour qu'ils agissent avec justice, qu'ils fassent droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix, collines, portez-lui la justice. Que tes enfants fassent droit aux malheureux de leur peuple, qu'ils sauvent les pauvres gens, qu'ils chassent le malheur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des siècles. Dieu, délivre le pauvre qui appelle, le malheureux sans recours. Délivre-les de l'oppression, de la violence, leur sang est d'un grand prix à tes yeux. Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit comme un champ de blé, et que ses épis ondulent comme la forêt du Liban. Qu'en ton nom soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays se réjouissent de l'Évangile. Nous te disons, à voix haute ou dans le secret de nos cœurs, la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et avant la bénédiction, je vous invite à vous lever pour chanter le 279. Confie à Dieu ta route, les strophes 1, 2 et 4. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Et nous écoutons Elisabeth pour terminer ce culte. Merci Elisabeth.
nous sommes ravis de vous retrouver au pot de l'amitié, si vous pouvez rester un peu avec nous.